Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de ITFC. Aujourd'hui, je vous propose d'étudier le cas particulier du renforcement en flexion d'une panne de charpente industrielle préfabriquée en béton précontraint par prétension. Vous avez devant vous les données d'entrée du projet. Sur la droite, je vous ai dessiné proprement la section un peu particulière de ces pannes en béton précontraint, comme on peut régulièrement en avoir. Vous verrez que grâce à la modélisation de sections par empilement de trapèzes de ITFC, vous pourrez facilement modéliser cette section quelque peu biscornue. Cette panne a donc une portée de 10,55 m, l'anthrax des pannes courantes est de 5,50 m, le béton a une résistance à la compression caractéristique de 50 MPa, les armatures de précontrainte sont des taurons T13 de 0,93 cm² de section, de nuance Y1860. Pour les personnes qui ne sont pas habituées à la précontrainte, cette nuance d'acier correspond à des aciers dont la limite ultime est de 1860 MPa et la limite élastique, comme son nom ne le dit pas, est de 1640 MPa. Nous avons par ailleurs quelques armatures passives qui sont des HA6 de 0,28 cm² de section, de nuance B500B. Le chargement actuel est constitué d'un bac acier isolation étanchéité et de diverses charges suspendues pour un total de 35 kg par mètre carré et les charges climatiques neige et vent confondus, je vous passe les détails des combinaisons, s'élèvent à 60 kg par mètre carré. L'objet du renforcement, c'est l'ajout sur la toiture de panneaux photovoltaïques qui ramènent une charge de 17 kg par mètre carré supplémentaire en plus des charges permanentes existantes. À l'état existant, donc sans augmentation des charges, je fais mon petit calcul de charge linéique sur les poutres. Les charges permanentes totales s'élèvent à 3,17 kN par mètre pour un moment maximum à mi-travée de 44,1 kN/m et les charges climatiques 3,3 kN par mètre pour un total de 45,9 kN/m à mi-travée. Le moment sollicitant ultime final s'élève à 1,35 G plus 1,5 Q, soit 128,4 kN/m. Je fais la même chose à l'état projeté. Cette fois-ci, ça n'est pas la charge d'exploitation qui change, mais la charge permanente. Donc nous avons un moment sous charge permanente qui passe à 57,2 et donc un moment sollicitant ultime final qui passe à 147,6. L'étape d'après, si vous avez suivi nos tutoriaux précédents, vous savez qu'il s'agit de vérifier si on est bien dans le domaine d'emploi des renforcements composites. Habituellement, je fais un petit calcul de coin de table pour déterminer le moment résistant à partir de la section de ferraille. Ici, c'est un peu plus compliqué puisque nous n'avons calculé que les moments sollicitants dus aux charges extérieures et qu'il nous manquerait à intégrer à la fois les sollicitations dues à la précontrainte et à calculer le moment résistant, ce qui n'est pas forcément évident à faire rapidement à la main pour les sections précontraintes. Je vais donc raisonner vis-à-vis des charges extérieures en faisant simplement l'hypothèse, que nous vérifierons juste après, que la poutre est correctement dimensionnée pour supporter les charges actuelles. Si tel est le cas, alors j'ai le droit de dire que la résistance R1, c'est-à-dire le moment résistant de la section, est supérieur ou égal au moment sollicitant des charges actuelles, soit S1 égale MDU1 égale 128,4 kN/m. S2, c'est toujours mon moment sollicitant à l'état projeté. S1 sur S2, qui est donc réputé inférieur ou égal à R1 sur S2, est égal à 0,87. Et 0,87, c'est bien pour un élément primaire supérieur à 0,63 et je suis donc a priori dans le domaine d'emploi des renforcements composites. Il s'agit maintenant, avant d'étudier le renforcement, de vérifier que l'hypothèse que j'ai retenue est correcte et que donc la section initiale permet donc effectivement d'équilibrer les charges de conception. Je remets donc sous vos yeux le détail des moments sous charge permanente et sous charge d'exploitation dans la section à l'état actuel, avec sur la droite le détail qui vont me permettre de modéliser la section. Et juste en dessous, j'ai besoin de connaître, évidemment, pour déterminer les efforts de précontrainte, je vais avoir besoin de connaître la contrainte dans les armatures de précontrainte. La contrainte sigma PM, qui est donc la contrainte probable dans ces armatures de précontrainte, elle est égale à sigma P max, qui est la contrainte maximale en vigueur à la mise en tension, donc sur les bandes de préfabrication du préfabricant, à laquelle il faut retirer
sigma PI, delta sigma PI, qui est donc la perte de précontrainte instantanée, et delta sigma PCSR, qui est donc la perte différée, qui est donc égale aux effets du fluage, du retrait et de la relaxation de l'acier de précontrainte. Je ne vais pas rentrer ici dans le détail du calcul des pertes de précontrainte, ce n'est pas l'objet. Je suis en train de faire un prédimensionnement. Nous allons prendre l'hypothèse suivante qui est en ordre de grandeur tout à fait acceptable, qui est de dire que la contrainte probable à long terme est de l'ordre de 70% de la limite élastique, ce qui nous fait ici 1150 MPa. Je vais donc passer sur ITFC pour modéliser la section et vérifier si oui ou non elle est effectivement capable de supporter les charges actuelles, ce qui revient à utiliser ITFC comme une calculette béton, en l'occurrence béton précontraint, avant de l'utiliser comme un outil pour dimensionner des renforts. Je crée un nouveau projet que je vais appeler bâtiment industriel. La surface renforcée, c'est donc la charpente en béton précontraint. Et je vais étudier particulièrement le cas du renforcement d'une panne courante. Je sélectionne donc la forme quelconque pour pouvoir faire une modélisation par empilement de trapèzes. Voilà, je vais sélectionner un béton C50-60 et je vais modéliser ma section. Alors vous avez un premier exemple qui est sur votre droite. Je vais supprimer ici les trapèzes et je vais les ajouter au fur et à mesure de façon à ce que vous puissiez suivre avec moi, je vais y arriver, la modélisation de la section. Donc nous avons un premier rectangle, on va du haut vers le bas, qui fait 200 mm de large en haut comme en bas, qui est donc la table, et qui fait 50 mm de haut. J'attaque ensuite la modélisation du gousset, qui fait toujours 200 en haut, mais qui tombe à 80, qui est l'épaisseur de lame, sur une hauteur de 20 mm seulement. J'ajoute ensuite lame à proprement parler, qui fait donc 80 en haut, 80 en bas, sur une hauteur totale de 200 mm. J'ensuite le gousset inférieur, qui part de 80 mm pour aller à 200 sur une hauteur de 60 mm. Et enfin, le talon, qui va de 200 mm à 150 mm, forme un peu particulière pour ce talon, sur une hauteur de 70 mm. Et là, j'ai terminé la modélisation de la section. Il me reste bien sûr à ajouter les armatures. Donc du haut vers le bas, j'ai donc 3 HA6 en partie supérieure, soit 0,84 cm² de section. Un autre HA6 à mi-hauteur de la section, j'ai oublié de bras de levier, 35 mm. Voilà. Un HA6 au milieu, 0,28 cm² à 200 mm. Ensuite, j'ai le premier lit d'armature de précontrainte Y1860 de 0,93 cm² de section, avec un bras de levier de 250 mm et une contrainte, on a dit, de 1150 MPa. Ensuite, j'ai le deuxième lit d'armature de précontrainte qui est composé de 2 torons T13, soit 1,86 cm² à 350 mm de la face supérieure, 1150 MPa. Et enfin, je termine par 2 petits HA6 en partie inférieure pour 0,56 cm² à 365 mm de bras de levier. Et voilà, j'ai terminé la modélisation de la section transversale. Je vais dans la partie chargement, je renseigne le moment dû aux charges permanentes, 44,1. Vous voyez que le logiciel a automatiquement calculé les efforts dus à la précontrainte. S'agissant ici d'un élément isostatique, ces valeurs sont correctes. Il a donc tout simplement multiplié la contrainte sigma PM par la section de précontrainte totale pour obtenir l'effort normal appliqué à la section. Et ensuite, il a multiplié cet effort normal par l'excentricité entre le centre de gravité de la section de béton et le centre de gravité des armatures de précontrainte pour calculer le moment isostatique qui vaut donc PM fois E0.
C'est donc correct pour une poutre isostatique, mais faites attention, si vous étiez dans le cas d'une poutre hyperstatique, évidemment, il y a des effets hyperstatiques sur la précontrainte dont il faut tenir compte, et donc le moment calculé ici serait incorrect. Vous pourriez le modifier à la main, et si vous voulez revenir à la valeur calculée, il vous suffit de cliquer sur ce bouton. Voilà. Il me manque à ajouter les charges d'exploitation qui seront donc de 45,9 kN/mètre. Sur la droite, nous avons les combinaisons de calcul. Je vais ici cocher toutes les combinaisons pour avoir à la fois le quasi-permanent, le fréquent, le caractéristique, et ensuite on va garder à l'ELU simplement l'ELU fondamental. Alors, nous avons des charges climatiques pour lesquelles en quasi-permanent, il n'y a pas de coefficient, le coefficient ψ2 est égal à 0, donc j'ai 0 ici pour Q1, Q2. Et en fréquent, le coefficient d'accompagnement est de 0,2. Voilà. Une fois qu'on en a terminé avec les combinaisons, on passe directement à la vérification, puisqu'ici il s'agit simplement de vérifier et non pas de dimensionner les renforts. Je laisse le logiciel travailler. Et celui-ci devrait confirmer l'équilibre de la section. Voilà, c'était un peu long parce que j'ai demandé 4 combinaisons de calcul et puis en plus il y a de la précontrainte, donc c'est un peu plus long, mais voilà, vous avez le détail. Donc en quasi permanent, on constate que la section est entièrement comprimée et assez largement. En fréquent, elle est toujours comprimée. Elle devient surtendue en traction avec une surtension modérée dans les armatures de précontrainte. Et à l'ELU, elle est justifiée avec, vous le voyez, un niveau de sollicitation qui est très proche du niveau de sollicitation maximum de la section. Donc on n'a pas de gras sur la résistance actuelle de la poutre. Néanmoins, vous voyez que la poutre est justifiée vis-à-vis des charges existantes. L'hypothèse qui nous avait donc permis de vérifier si on était ou non dans le domaine d'emploi des renforcements composites est donc vérifiée. Et je vais pouvoir passer au dimensionnement des renforts. Je retourne donc dans l'onglet chargement et je vais rajouter la part de charge permanente additionnelle destinée à être ajoutée après la mise en œuvre des renforts. Évidemment, le phasage de mise en œuvre des renforts est alors très important, puisque pour que le TFC soit efficace, il faut que les charges permanentes additionnelles soient ajoutées après. Sinon, le TFC ne verra que l'effet des charges d'exploitation et non pas l'effet des charges permanentes additionnelles. Donc, savoir si je dois mettre ces charges additionnelles dans la phase 2 ou dans la phase 1 dépend du phasage de mise en œuvre des panneaux photovoltaïques à phaser avec l'intervention de l'entreprise pour la mise en œuvre du TFC. Je reviens simplement rapidement sur la présentation pour vous donner le détail. Je vous rappelle qu'on avait, avant renforcement, un moment des charges permanentes de 44,1 et qu'avec l'augmentation, on passait à 57,2. Le delta entre les deux est donc de 13,1. Je reviens sur ITFC. Soit je mets ici directement 57, ce qui revient à dire que je mets toutes les charges permanentes avant de renforcer. Soit, et c'est l'hypothèse que je vais retenir, je garde 44,1 en phase 1 et je rajoute le delta en phase 2. Donc ici en delta Mg2, je rajoute 13,1 kN/m. Je vais ensuite dans l'onglet renforcement et je clique sur ma petite bouton de prédimensionnement qui va me calculer la section de TFC dont j'ai besoin pour équilibrer la section. « 0,59 cm² de TFC. Je vais donc ajouter du TFC en sous-face. 0,72, ça serait parfait, mais souvenez-vous que je ne peux pas mettre une bande de TFC 150 dans une largeur de 150 mm parce que le tissu est un peu plus large que sa largeur nominale à cause des fils transversaux, donc je vais mettre 2 couches de TFC 75. Je relance la vérification.
Et voilà, nous arrivons à la vérification. Donc en quasi permanent, malgré l'augmentation des charges permanentes, la section reste entièrement comprimée. En fréquent, on n'a quasiment pas de surtension. Vous avez, vous voyez, 0,7 MPa dans les armatures passives et 35 MPa dans le TFC, donc c'est-à-dire quasiment rien. En caractéristique, on a une surtension réelle, mais relativement modérée, puisqu'on a 250 MPa dans les armatures passives les plus basses, et on a une surtension des armatures de précontrainte qui est réelle, mais qui est modérée par rapport à la limite. D'accord ? Donc il n'y a pas d'inquiétude particulière vis-à-vis des ouvertures de fissures. Je vous rappelle que l'ouverture de fissure maximale pour des armatures de précontrainte, pour une section précontrainte, c'est 0,2 mm d'ouverture de fissure en fréquent. Or, en fréquent, on a vu qu'il n'y avait quasiment pas de surtension et que donc, en particulier, vous aviez ici, si vous avez 0,7 MPa de traction dans les armatures passives les plus basses, vous ne pouvez pas avoir 0,2 mm d'ouverture de fissure, donc il n'y a aucun problème de ce côté-là. Et enfin, en ELU, c'est là qu'on voit que le dimensionnement a été le plus utile, puisqu'on a un taux de travail de 96%, avec des armatures TFC qui travaillent à 857 MPa pour 913 admissibles. Donc effectivement, on a un dimensionnement qui est le plus juste possible. Et c'est dans ce genre de cas qu'on voit bien toute l'utilité d'avoir recours à des calculs avec des armatures à paliers inclinés, etc. et des diagrammes paraboliques pour le béton, parce que ça permet d'optimiser vraiment finement les renforcements TFC. J'en viens à l'épure des renforts. Alors lorsque nous avons des armatures de précontrainte, le logiciel ne vous permet pas de modifier la longueur des armatures de précontrainte, puisqu'en réalité, le moment résistant dépend de l'effort normal, et donc s'il y a une variabilité de l'effort normal sur la longueur de la section, il faudrait intégrer ça dans le calcul du moment résistant, ce que le logiciel ne fait pas pour l'instant. Donc c'est une limitation de la version actuelle du ITFC, mais ce n'est pas gênant dans notre cas présent. On va simplement rentrer la longueur d'ancrage des armatures pour avoir un peu l'épure près des appuis, bien que ça ne change pas grand-chose au dimensionnement. Donc pour les armatures à châssis, on va mettre une longueur d'ancrage de l'ordre de 15 cm. Je n'ai pas fait le calcul, mais on doit être dans ces ordres de grandeur-là. Et pour les armatures de précontrainte, on va plutôt être de l'ordre de 50 ou 60 cm. Peut-être moins, mais je n'ai pas fait le calcul. Voilà, c'est histoire d'avoir quelque chose de raisonnable. Vous voyez ici donc le dessin. J'ai oublié de modifier la portée, qui n'est pas du tout de 4 mètres, mais de 10 mètres 55. Voilà. La section critique est à mi-portée. Tout va bien. Et donc les armatures, pour le dimensionnement automatique, voilà, me donnent une épure qui est la suivante. J'ai une première bande de 3,55 m et une deuxième de 4,85 m. Nous allons désormais analyser l'adhérence et l'ancrage, donc les contraintes d'entraînement et la vérification de la délamination à l'extrémité des bandes. Vous avez ici une vérification des contraintes d'entraînement qui, comme habituellement, ne pose pas vraiment de soucis. En revanche, juste en dessous, vous allez voir que dans le cas particulier que nous étudions, la première couche de TFC est problématique puisque nous avons un risque de délamination à l'extrémité. Alors dans ce cas particulier, le risque est relativement limité puisqu'on est sur un très très bon béton et donc le taux limite à 2 MPa qui nous est imposé par le CSTB est vraisemblablement sous-estimé par rapport à la résistance réelle puisqu'on est face à un très très bon béton. Mais peu importe, on a un dépassement, donc il faut résoudre ce problème-là. Une façon facile de le résoudre, c'est de changer l'épure pour aller faire chuter l'effort au bout de la bande et donc permettre de passer en dessous des 2 MPa. Donc je reviens dans mes épures, je vais modifier l'épure de la première couche en enlevant par exemple, en rajoutant 20 cm de chaque côté par exemple. Donc ici je vais mettre non pas à 3,50 mais à 3,30 et ici je vais aller à 7,25. Voilà, j'ai un peu rallongé mes bandes. Je retourne dans adhérence et ancrage. Comme je suis allé un peu plus loin sur la courbe des moments, ça a dû faire baisser un petit peu mon effort à l'extrémité de la bande.
Voilà, et cette fois-ci on est bon, 1,9 pour 2 MPa, tout va bien, j'ai vérifié mes conditions de délamination. J'ai plus qu'à éditer la note de calcul. Voilà, note de calcul qui va donc reprendre l'ensemble de nos calculs, le rappel des hypothèses matériaux, le dessin de la section avec le détail des armatures. Ça me donne l'occasion de vous parler de ce coefficient Xi1 dont je n'ai pas parlé jusqu'ici. Lorsque vous avez des armatures de précontrainte et des armatures passives dans la même section, il se passe que, notamment à l'ELS, comme vous avez un différentiel d'adhérence entre les armatures de précontrainte qui sont un peu plus lisses et les armatures HA qui, comme leur nom l'indique, sont vraiment HA et ont donc une très bonne adhérence au béton, vous avez un glissement relatif qui se fait entre les armatures de béton armé et les armatures de précontrainte, si bien que si vous avez, lors de la vérification de la section, un doute sur la conformité de votre section aux critères d'ouverture de fissure et que vous avez des ouvertures de fissure à calculer, l'Eurocode 2 vous demande de tenir compte du glissement relatif entre ces deux différentes armatures pour estimer au plus juste les surtensions et donc les ouvertures de fissure. Cela passe par ce fameux coefficient Xi1 qui n'est pas éditable pour les armatures passive, il vaut 1 évidemment, et qui est inférieur à 1 pour les armatures de précontrainte. Vous pouvez le négliger si vous n'avez pas de problème d'ouverture de fissure, mais si vous devez calculer des ouvertures de fissure, il vous faut tenir compte de ce Xi1. Je vous renvoie au règlement pour le détail de son calcul, mais vous avez ici dans géométrie et matériaux la possibilité de le renseigner pour en tenir compte. Je reviens à la note de calcul PDF. Alors vous notez qu'elle met quelques secondes à se générer, puisque ici on a une section un peu complexe avec un nombre de combinaisons assez important, donc ça prend un peu plus de temps que pour les cas simples que nous avons vus dans les tutoriels précédents. Et nous allons avoir donc comme d'habitude le détail des charges élémentaires, des règles de combinaison, et le détail de toutes les vérifications de section ELS, donc en quasi permanent, en fréquent, en caractéristique et à l'ELU. Ensuite, nous passons à l'épure, donc les épures des armatures existantes, les épures des renforts, la représentation graphique des épures, les contraintes d'entraînement, la vérification de la délamination, et nous arrivons à la fin de la note de calcul. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous donne rendez-vous pour un prochain tutoriel. Merci beaucoup.